Donc sur l'international, on pourrait en raconter toute la journée, et on va respecter le timing. Bon, j'ai eu la chance de vivre ça de près, avec les deux casquettes, on va dire. Hein. Et donc, je restitue le vécu de la HPCN à travers la personne de la HPCN qui y était, ou à travers mon propre vécu sous ma casquette professionnelle. Et donc le premier niveau, évidemment, puisque la HPCN est née de la décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles, c'est le niveau onusien. Et le niveau onusien, dans la tranche de vie qu'a la HPCN, ce sont 3 grandes réunions, les World Conference for Disaster Risk Reduction, numéro 2, numéro 3, celle de Kobe en janvier 2005, celle de Sendai en mars 2015, et on espère que la HPCN sera encore là pour la suivante dans 15 ans, enfin 15 ans après Sendai. Et puis il y a des Global Platforms tous les 2 ans, généralement à Genève, mais la dernière avait pris l'ère des tropiques, puisqu'elle s'est mise à Cancun, en fait, hein, au Mexique. Et c'est pour le coup, là, Maud Deves qui a été envoyée par la HPCN pour porter le flambeau de la société civile et de la communauté scientifique de la HPCN. Alors le deuxième niveau, si on peut dire, c'est le niveau européen, bien sûr, en reconnaissant tout l'intérêt, la sympathie que nous avons avec notre partenaire outre-Rhin, qui est notre homologue, hein, le Deutsches Komitee für Katastrophenvorsorge, pour exprimer ce que veut dire l'acronyme, hein. Ça veut dire la même chose que la HPCN. Ils ont un logo assez explicite puisqu'ils le traduisent en anglais. Et on a fait plein de choses avec eux. On a essayé de faire un réseau européen avant même le European Forum for Disaster Risk Reduction d'initiative onusienne, hein, et on avait entraîné les Tchèques, les Polonais, les Suisses ont voulu faire bande à part, mais on les connaît aussi, Planat. Bon, et on pourrait raconter plein de choses. Donc, European Forum, là, c'était la réunion parisienne, dont j'ai utilisé le logo, qui s'est tenue en 2015, sous présidence ministérielle. Hein. Des domaines européens, on pourrait choisir plein de choses. J'en ai pris juste un qui n'est pas forcément l'endroit où la HPCN s'est distinguée, mais c'est là où, encore récemment, j'ai trouvé des personnes ici présentes et je leur ai vanté l'intérêt de cette réunion. Donc, rien que pour ça, je pense que ça vaut la peine. Et je pense que l'autre élément, donc ça s'appelle, c'est la DG Home Affairs, un peu comme US, enfin le ministère de Home Security aux États-Unis, enfin le département. Donc, ils ont une Community of Users on Secure, Safe and Resilient Societies, qui est une sorte de club d'initiative communautaire qui ressemble fort à ce qu'on tente de faire à la HPCN et où on commence à se croiser entre Français, ce qui est extraordinaire. C'était pas encore évident il y a peu, enfin on était plusieurs à constater que c'était la première fois qu'on y était, même si on est inscrit dans les listes à recevoir les invitations, mais bon, il y a beaucoup de choses et on n'arrive pas à tout suivre. Alors le troisième niveau, et ça va vers des choses où on prend de plus en plus d'initiatives, hein, les autres on y va pour être dedans, hein, essayer d'être dedans, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus dedans, qui en tirent plus de profit intellectuel, voire matériel. Là on arrive sur des domaines où on prend de façon plus volontariste l'initiative, qui sont des projets, alors en l'occurrence européens, mais il y en a eu d'autres, soit en tant que partenaire du conseil scientifique, en l'occurrence, hein, End Users Committee, enfin à dimension plus ou moins scientifique. Ça a été le cas de Capaznet, et je cite celui-là parce qu'on avait proposé un projet concurrent qui avait eu la même note que Capaznet, de chercher l'erreur, pourquoi ne l'a-t-on pas eu? On n'était pas assez fort pour faire le sprint final, hein, qui est dans les coulisses. Bon, mais en reconnaissant tous les mérites à Capaznet, et les fonctionnaires européens qui suivent ce projet, à la DG, enfin qui ont suivi, c'est passé maintenant, ont eu à cœur de demander à l'FPC d'organiser une réunion avec la communauté française de la recherche en sciences sociales, qui s'est tenue, et qui a réuni une centaine de personnes, autant qu'aujourd'hui, en faisant venir les gens de Capaznet, et on s'en souvient. Bon, et après, il y a le fait que de l'eau a tourné, les traces se sont peut-être un peu effacées, y compris sur le site de la FPCN, c'est bien dommage, mais c'est un exemple assez remarquable. On va dire aussi, heureusement qu'on n'a peut-être pas eu de projet, parce que même si on avait deux labos distingués de deux UMR
de géographie, on aurait eu fort à faire que de porter ce projet qu'ont brillamment porté les Allemands, en l'occurrence du Helmholtz-Zentrum de Leipzig. Et d'autres, No 40RR, je le cite parce que, pareil, on a pu avoir des collègues de l'Observatoire des risques en PACA, qui sont venus à une réunion mémorable à Bonn, de l'Université des Nations Unies, dans ce cadre-là. Et puis on a associé, il était partenaire, à travers un partenaire français qui était l'Universitaire de Savoie, Patrick Pigeon, absent aujourd'hui, mais souvent présent aux initiatives de... Oui, j'ai oublié de dire qu'évidemment, à Sendai, on a fait un side event dans lequel il y avait la FPCN, avec François. Il y a le side event sur le thème de... on ne regardait pas notre nombril au NRL, on regardait l'intérêt d'une plateforme, on emploie ce mot plateforme à tort et à travers, mais c'est l'intérêt d'outils tels qu'un outil de partage de données pour la gouvernance concertée de la prévention des risques, que ce soit au niveau national ou au niveau territorial, dès lors qu'on arrive sur des observatoires régionaux. C'est pour ça que j'arrive. Et c'était la chose qui a été illustrée à cette réunion de Bonn du projet No 40RR. Et puis après, deux autres plus récents, EcoStress, où la FPCN était carrément partenaire, également François Gérard qui a porté la composante française. On a fait binôme, et on s'en souvient, avec l'aide de Elsa et du personnel de l'époque, de la FPCN. Actuellement, François est dans le Ad-Users Committee de l'Espresso, qui est un projet dont le partenaire français est dans la salle, c'est le BRGM, avec Gilles Bourgeon. Et donc on voit, voilà, ce qu'on essaye de faire, peut-être moins bien que les Allemands. Les Allemands, ils arrivent presque à vivre de ça. Et plus du reste, parce que les Allemands, il faut le savoir, les subventions au ministère, c'est zéro en ce moment. La crise des réfugiés, ça ramène à zéro le support. Alors effectivement, on me dit qu'il ne faut pas insister là-dessus vis-à-vis du ministère. Et pour terminer, là, notre liste, et on pourrait en dire d'autres, j'ai une autre transparent encore, mais pour dire qu'il y a une association, et vous allez en réentendre parler, à laquelle le hasard de la vie professionnelle et le fait d'être en lien avec un personnage qui aurait pu être présent aussi, qui à l'époque était directeur général délégué de l'ADTEF, une agence d'aide à l'assistance technique en matière d'administration financière. Donc ADTEF, c'est un peu l'équivalent d'une agence qu'il y avait du côté du ministère de l'écologie, mais tout ça a disparu, tout ça est maintenant fondu dans France Expertise, et le monsieur en question est maintenant président d'une association que je peux citer, qui s'appelle Initiative pour le développement de l'expertise française et francophone à l'international et en Europe. Également une association avec laquelle on a associé ce monsieur dans les assises, déjà lorsque la FPCN était antérieurement impliquée, on reviendra sur les assises. Et donc cette association, où j'ai pu aller rencontrer le fondateur de cette association à Bangkok, on était les deux keynote speakers devant des Asiatiques, c'était impressionnant, et de proche en proche, j'ai vu ce qui se passait, j'en ai rapporté au président du conseil scientifique de l'époque, Paul-Henri Brolier, qui m'a incité à continuer de suivre ça, et donc on va voir que, d'abord, on a réussi à convier, il y en a deux dans la salle, des jeunes scientifiques à ces conférences, pour qu'ils concourent, pour qu'ils soient présents, qu'ils présentent des posters et qu'ils concourent au concours des Young Scientists, comme ils disent, et sur les 10 à... on a eu deux fois ça, une fois Newcastle upon Tyne, une fois Reykjavik l'an dernier, et à Reykjavik, il y a eu 3 lauréats sur 10 français, ce qui quand même montre le fait que la FPCN, avec une dépense modérée, arrive à créer un effet de levier comme on peut en souhaiter davantage. Et donc on revient, et puis on vous parlera tout à l'heure de ce qui nous arrive maintenant, qui est encore plus d'aboutissement, puisque c'est une conférence, l'accueil de la conférence 2019 de Hydrogen Society, point focal en France de cette conférence mondiale, et plus de possibilités. Alors je ne résiste pas à la tentation de rajouter une deuxième slide qui me semble être une sorte de bouquet final dans ce type de propos. Alors c'est à l'image des capacités des services de la Commission européenne. Ils ont créé un machin, je le dis de façon humoristique, mais avec toute
enfin, beaucoup d'admiration. Ils appellent, alors ça apparaît en haut, Disaster Risk Management Knowledge Center. Alors c'est en fait c'est leur prospectus très imagé, extraordinairement didactique. Donc là je l'ai mis en deux parties pour qu'on le voit sur une seule slide. Hein. On ne va pas en faire le commentaire détaillé. Ce qu'il faut, ça dit tout de façon très simple, hein. Il n'y a même pas besoin de savoir lire ou presque. Hein. Ce qu'on voit là, c'est qu'il y a toutes les directions générales de la commission qui sont associées, et pas seulement sur le papier, je peux vous en témoigner. Ça veut faire en sorte qu'on développe du partenariat, de la connaissance et de l'innovation. Bon, ça paraît... Et c'est pas donc initiative DG Recherche, hein, c'est une implication généralisée. Et puis, ça doit servir les Nations Unies, les ONG, d'autres, les États membres, enfin, voilà. Et puis, ça... Alors, évidemment, ça paraît très... Sur le plan du concept, hein, c'est tout à fait génial, mais il se trouve que ça a des applications pratiques, notamment si on sait les attraper. J'en dirai pas plus, et je m'arrête pour céder la parole à la suite. Donc, Henri Degrand, Régis Thépeau, pour la présentation de l'action de Rebond.